Comme dans toute édition d'une université d'été, il y a toujours une journée qui est consacrée à la communauté d'accueil. C'est-à-dire, les gens, les universités sont réalisées dans un lieu, dans un espace. Hein? Un des espaces de la francophonie des Amériques. Et il y a 2 ans, c'était Edmonton. Donc, il y a eu une journée franco-albertaine. Et aujourd'hui, toute la journée est consacrée à l'Ontario français, l'Ontario francophone ou la journée franco-ontarienne. Alors aujourd'hui, on vous demande, à vous, les francophones des Amériques, de venir à la rencontre des francophones de l'Ontario. Donc aujourd'hui, ce sont les francophones de l'Ontario qui se présentent à vous. Donc la perspective de la francophonie des Amériques aujourd'hui, on s'y attend de vous. Ce n'est pas nous qui amenons cette perspective. De toute façon, c'est vous, les francophones des Amériques. C'est à vous que revient cette responsabilité de mettre de l'avant cette perspective, parce que Denis Desgagnés vous a bien dit au début, dans la première séance, nous sommes 33 millions dans une francophonie en devenir. Hein? Donc aujourd'hui, et évidemment, n'oubliez pas le journal de bord. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, dans votre journal de bord, c'est qu'est-ce que la francophonie ontarienne me permet de comprendre d'un de ces noyaux ou d'un de ces acteurs dans la francophonie des Amériques. Où se situe la francophonie ontarienne dans cette francophonie des Amériques? Vous avez entendu parler du Canada, du Québec, du Mexique, de l'Argentine. Vous avez entendu parler de beaucoup de pays. Vous avez des conférenciers qui sont venus d'un peu partout. Vous avez des conférenciers qui sont venus nous présenter une perspective internationale. Madame Boutsani, quand elle a parlé de la Convention sur la diversité. Et là, aujourd'hui, donc, vous avez une perspective locale. Mais vous venez tous de régions particulières. Et pensez aux liens que vous aimeriez peut-être développer avec les francophones de l'Ontario. Et qu'est-ce que vous aimeriez retenir de cette journée de la francophonie ontarienne? Eh bien, moi, j'ai bien hâte de voir ça dans vos journaux de bord. Alors, sans plus tarder, ce matin, on a en fait 3 conférenciers. Hein, donc, on a un programme encore plus chargé. Et évidemment, on a averti les conférenciers, vous êtes un groupe très dynamique. Donc, ils savent que vous pouvez poser des questions et quand ils seront arrivés au bout, bien moi, évidemment, Madame Chrono, c'est ça, on conclut. Hein? Donc, ce matin, on commence de loin. On commence avec Champlain, on commence avec Étienne Brûlé et tous les autres. Et pour nous en parler, nous avons invité M. Jean-François Lauzier, qui est conservateur au Musée canadien de l'histoire. Alors, je vais lui laisser le soin de se présenter et je vous demanderai de l'accueillir bien chaleureusement avec moi, s'il vous plaît. Le micro, oui. Donc, merci de m'accueillir. Je me nomme Jean-François Lauzier. Je suis conservateur responsable de l'histoire de l'Amérique française au Musée canadien de l'histoire, jusqu'à récemment, qui portait le nom de Musée canadien des civilisations de l'autre côté de la rivière à Gatineau. On m'a dit que vous avez été invité informellement à y aller demain soir. Ça donne bien les jeudis soirs. Le musée est ouvert tard. C'est aussi gratuit. Donc, je vous invite à y aller en grand nombre. C'est un très beau musée. Vous allez voir notre exposition permanente qui, jusqu'à tout récemment, traitait de l'histoire canadienne. Est présentement fermée, c'est parce qu'elle est en rénovation. En 2017, on va ouvrir une nouvelle salle d'histoire canadienne, mais vous allez voir, on a une salle des premiers peuples fabuleuse. Il y a une belle exposition que j'ai montée sur le cheminement qui mène à la Confédération, donc 1867, Rébellion et Confédération, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la politique et l'histoire canadienne. C'est un bel aperçu, je crois, bien sûr. J'ai mes préjugés favorables,
parle, mais c'est un bel aperçu des circonstances qui mènent à la création de l'État canadien de ce pays qui naît en 1867. Autrement, il y a aussi une belle exposition sur les Grecs et du matériel qui n'a jamais quitté la Grèce, le masque d'Agamemnon, par exemple. Donc, comme quoi, au Musée canadien de l'histoire, on ne fait pas que de l'histoire canadienne. Il y a une copie de la Magna Carta qui est chez nous en exclusivité. Donc, plein de choses à voir demain soir. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, par contre, c'est de Champlain brûlé et les autres, peut-être avec un peu d'accent sur les autres. Permettez-moi de débuter avec cette image que vous allez reconnaître, je l'espère. Vous l'avez remarqué, certains d'entre vous qui ne la connaissiez pas déjà l'avez peut-être remarqué quand vous êtes allé au Festival Franco, vue du Parc Major. Ça se trouve sur la pointe Nepean, donc face près du Musée des Beaux-Arts du Canada, face au Parc Major. Et c'est un monument très iconique, un des monuments les plus iconiques de la région, un des monuments les plus iconiques de l'histoire ancienne, pour utiliser le terme, de l'Ontario français, de la Nouvelle-France. C'est le monument de Champlain sur la pointe Nepean, monument qui a été coulé, qui a été dessiné, conçu, sculpté, coulé par un sculpteur britannique du nom de Hamilton McCarthy, installé en 1915. C'est un monument très iconique, comme je l'ai mentionné. C'est un monument qui, les goûts ne se discutent pas, mais que je trouve très, très esthétique, qui fonctionne extrêmement bien dans le paysage. C'est sur un promontoire. Mais c'est un monument qui est aussi tout croche à sa manière. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, le costume. C'est un costume qui est beaucoup plus évocateur du mousquetaire du milieu du 17e siècle à la Alexandre Dumas que de ce que Samuel de Champlain aurait porté sur les lieux en 1615 ou 1613. Donc avec les bottes, l'épée, la cape, le chapeau à plumes. Les bottes, d'ailleurs, c'est un détail un peu incongru. Les bottes faisaient partie de la mode, est un élément de l'habillement français à l'époque, mais il faut savoir que pour faire du canot d'écorce, pour se transporter dans ce paysage au début du 17e siècle, on ne peut pas se permettre de porter des bottes qu'on appelait à la française à l'époque parce que leur haut talon avait tendance à crever l'écorce fragile. Et donc, il fallait s'adapter à la mode des gens du pays, à la mode autochtone. Champlain, lorsque celui-ci a remonté la rivière des Outaouais, a certainement porté des mocassins. Autre détail, tout croche, les traits de Champlain, bien, on ne sait pas à quoi celui-ci ressemblait. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Autre détail, finalement, celui de l'astrolabe que Champlain tient à bout de bras. Un astrolabe, c'est, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas déjà, c'est un instrument de navigation, un demi-GPS en quelque sorte qui permet de se situer du nord au sud, donc d'identifier ses latitudes. Bien, pour s'en servir, il faut le tenir comme ceci, le pendre plutôt que de le tenir à bout de bras. C'est un détail qui semble avoir échappé au sculpteur McCarthy au début du 20e siècle. Donc, c'est un monument qui nous en dit beaucoup plus sur l'imaginaire, la mémoire historique que sur la discipline de l'histoire telle qu'elle nous permet de reconstituer avec autant de précision possible le passé. L'astrolabe, je l'aime bien. Autre petit détail, c'est qu'on a longtemps cru que c'était l'astrolabe de Samuel de Champlain, que c'est lui qui l'avait perdu, lui-même qui l'avait perdu en remontant, en descendant la rivière des Outaouais, vraisemblablement en 1613. Mais depuis une quinzaine d'années, les historiens sont d'accord que non, il n'y a rien qui nous permet de déclarer avec certitude, avec fermeté que c'est le cas. Donc, dorénavant, on dit l'astrolabe dit de Champlain. Je dis le « on dit » d'une manière très littérale parce que c'est au Musée canadien de l'histoire qui se trouve depuis 2 décennies et demie. Et donc, on ne peut pas dire que c'est l'astrolabe de Samuel de Champlain, mais il n'en demeure que, selon moi, c'est un des artefacts les plus intéressants de l'histoire canadienne parce qu'on sait que c'est un astrolabe français du début du 17e siècle qui a été perdu, qui a été caché et oublié le long de la rivière des Outaouais, donc que ce soit par Champlain, que ce soit par les missionnaires jésuites qui l'ont suivi. C'est un objet qui n'en demeure tout à fait évocateur de la dynamique de découverte
d'orientation qui caractérise les premiers tâtonnements des Européens, mais des Français en particulier, sur ce territoire. Donc, c'est pour vous orienter, un peu comme un astrolabe, que je vais vous faire la présentation qui suit. J'ai 3 objectifs complémentaires dans le cadre de mon survol éclair des origines de l'Ontario français. Le premier, c'est vous faire comprendre les circonstances de ces premiers tâtonnements français en territoire qui, par la suite, deviendra ontarien, en Ontario. On n'appelait pas ça l'Ontario à l'époque. Donc, Samuel de Champlain, qui passe ici en 1615, mais qui était aussi passé ici en 1613. Étienne Brûlé, qui l'avait précédé en 1610. C'est pas quelque chose qui cloche ici un peu. Comme le monument de Champlain, on voit que le processus commémoratif en est pas un qui est forcément scientifique. Donc, pourquoi est-ce qu'en 2015, on célèbre le 400e? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de le faire en 2010? Peut-être. C'est donc un deuxième objectif que j'ai, de vous faire réfléchir de manière ponctuelle à la distinction qu'il y a peut-être à faire, qu'on peut souvent faire entre l'histoire comme discipline, puis la mémoire comme vecteur de sentiments identitaires, de symboles. Ce sont deux choses qui sont complémentaires, qui sont souvent difficiles à démêler, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, j'aimerais vous donner quelques instruments qui pourront faire de vous des consommateurs un peu plus avertis de commémoration dans le contexte immédiat du 400e, mais aussi de manière générale. Je pense que c'est des instincts qui valent la peine d'être développés. Et ensuite, je vais aussi vous faire comprendre le contexte plus profond, plus global, qui mène à une présence française en Ontario. Donc, vous provenez de l'ensemble des Amériques, donc je veux vraiment situer ces tâtonnements d'Étienne Brûlé, de Champlain, dans le contexte d'une expansion européenne du début de l'ère moderne. Et souligner, ce faisant, l'importance de la dynamique des échanges, l'importance de l'échange, mais vraiment des échanges au pluriel dans cette fondation de l'Amérique française au sens le plus large. Je dis échange au pluriel parce qu'on a affaire à des échanges de toutes sortes, des échanges économiques du sens, dans le sens le plus conventionnel, mais aussi des échanges culturels, des échanges spirituels, des échanges biologiques, des échanges qui tantôt sont directs, tantôt sont indirects, qui tantôt sont concrets, tantôt sont rêvés, imaginaires, des échanges qui sont dans l'ensemble fondateurs. Si vous avez des questions, on m'a dit que c'est un groupe très dynamique, n'hésitez pas à les poser. J'ai une série de diapositives. Si on ne se rend pas à la fin, ce n'est pas forcément la fin du monde. On va se débrouiller. Autrement, vous pouvez aussi garder vos questions à la fin. Et il se peut que si vous posez votre question, je vais vous dire « Ah, on va y venir dans un instant », et que je la note. Donc, situons-nous avant même l'existence d'une Nouvelle-France, bien avant que Champlain ou Brûlé mettent le pied en Amérique. C'est une carte, la Terre vue de Ptolémée. Ici, il y a certaines notions qui vous seront sans doute familières, qui vous seront peut-être familières. Bien, on croit, c'est une idée qui appartient à la culture populaire, que à l'époque de Christophe Colomb, tout le monde croyait que la Terre était plate, sauf le visionnaire Christophe Colomb qui ose chercher un chemin vers l'Asie. Eh bien, cette idée d'une Terre sphérique était plus ancienne, était mieux établie chez les spécialistes, chez les gens, les érudits de la Renaissance qu'on peut se l'imaginer. Donc, fin du Moyen Âge, une certaine classe de la société en Europe comprend ou croit que la Terre est ronde. Qu'est-ce qui mène les Européens à se ruer vers ce qui deviendra, ce qu'on dénommera un peu plus tard les Amériques? Bien, il y a une série de facteurs, mais pour simplifier ici, puis pour mettre l'accent sur l'échange, la chute de Constantinople en 1453 est cruciale. Constantinople se situait à la croisée de l'Occident et de l'Orient. C'était un point névralgique dans un réseau commercial qui liait l'Europe à l'Asie et qui permettait aux Européens d'obtenir une foule de biens de consommation. Vous voyez, l'échange, l'économie de marché rudimentaire qui
qui a déjà une certaine importance. Ici, on voit une représentation européenne, donc imaginez de ce que pouvait être la récolte du poivre en Inde. Eh bien, ça, vous l'avez sans doute déjà entendu, les épices, les soieries de l'Orient, avec un O majuscule, c'était des biens de consommation particulièrement prisés par les Européens, qui se trouvent au dépourvu à partir du milieu du 15e siècle parce que Constantinople tombe aux Ottomans. Et donc, dorénavant, c'est une puissance musulmane qui occupe ce point névralgique. Donc, l'accès aux richesses de l'Orient, à la route de la soie, est moins évident qu'auparavant. Ce n'est pas qu'on ne puisse plus obtenir de poivre, d'épices, de soieries, de porcelaine et ainsi de suite, mais bien qu'il y a une prise de conscience que pour l'obtenir, bien, il faut échanger ce qu'on a de plus précieux, l'or qui se trouve en Europe, et remettre ça à l'ennemi de la foi, à l'Empire ottoman. Et donc, c'est notamment, pas exclusivement, mais notamment de cette dynamique d'échange voulu avec l'Asie que découle la dynamique qui va mener à la découverte des Amériques. Donc, les Portugais sont les premiers à se lancer, à chercher une façon de contourner l'Empire ottoman. Ceux-ci se lancent vers le sud et parviendront à faire le tour du littoral africain et parviendront à l'Asie par la voie de l'océan Indien. Les Espagnols, comme vous le savez, eux, se tourneront vers la mer Océane. Christophe Colomb, le premier en 1492, découvre les Amériques. Et il les découvre dans un sens très limité parce que Christophe Colomb lui-même meurt sans se rendre compte que c'est un nouveau continent qu'il a découvert. Il s'imagine être arrivé en Asie. C'est pour ça que ceux qu'on appelle aujourd'hui les Autochtones ont longtemps été appelés les Indiens par ce qu'on croyait lors de ce contact d'origine qu'on était dans les Indes orientales. Et donc, ce mouvement ibérien, donc provenant de la péninsule ibérique, d'Espagne, et du Portugal donne lieu à un mouvement pan-européen, une ruée vers le nouveau continent, dont on constate peu à peu la nouveauté. François Ier, monarque français, est réputé avoir dit, c'est apocryphe, mais ça résume assez bien sa pensée, à mon avis, et si je paraphrase, mais il est réputé avoir demandé que l'on me montre la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage de la terre. Parce qu'il faut comprendre que pour éviter les conflits, le Portugal et l'Espagne avaient fait appel à la papauté, puis ensuite avaient conclu un traité entre eux, divisant les nouvelles découvertes, divisant le globe en deux, la partie est allant au Portugal, la partie ouest allant à la France. Et François Ier en est pas particulièrement ravi, et c'est pour ça que lui aussi lance une exploration française vers les terres neuves, parce qu'on se rend bien compte qu'il s'agit de terres neuves et non pas de l'Asie. Donc, un tableau qui vous donne une idée de la multiplicité des expéditions vers les terres neuves. Jean Cabot ou Giovanni Caboto, un Italien à la solde de l'Angleterre en 1497 et le premier à apercevoir ces terres neuves qui deviendront canadiennes. Les Portugais en vert, les Français en bleu. On voit que des pêcheurs français précèdent les explorateurs, les revendicateurs mieux connus. Toujours est-il que c'est Jacques Cartier et un peu moins Verrazano qui sont consignés dans les livres d'histoire comme fondateurs, figure fondatrice de cette Nouvelle-France. Verrazano, c'est un Italien de Florence. Christophe Colomb, lui, avait été un Génois. Caboto, un Vénitien, si je ne m'abuse. Donc, toutes les puissances européennes font appel aux Italiens à cette époque parce qu'ils sont des navigateurs hors pair.
2 représentations de ces figures, Verrazano, Jacques Cartier. Ici, parmi les instincts que je veux vous impartir, le fait que les portraits, les images canoniques qui font partie de notre imaginaire sont assez souvent, lorsqu'il y a trait à l'histoire ancienne du Canada ou l'histoire de la Nouvelle-France, sont assez souvent des figures imaginées ultérieurement par des artistes. Donc, la figure canonique de Jacques Cartier, eh bien, c'est le fruit de l'imaginaire de Théophile Hamel, peintre canadien du 19e siècle. Toujours est-il que donc, Verrazano est le premier envoyé vers ces terres neuves officiellement par François Ier, et il est le premier à revendiquer une nouvelle France, une Nova Gallia, qui s'étend à l'époque essentiellement à peu près de la Floride jusqu'à l'Acadie, jusqu'à la Nouvelle-Écosse actuelle. Jacques Cartier, lui, poursuit les explorations dans ce qui deviendra le Canada par la suite, dans ce qui est reconnu à partir de son époque comme Canada. À la base, c'est la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est Jacques Cartier qui décrit le premier ces territoires qui deviendront le cœur de la Nouvelle-France, qui demeure à ce jour, à bien des égards, le cœur de la francophonie nord-américaine et un espace qui sera la plaque tournante vers les pays d'en haut, vers ce qui devient l'Ontario. Le 16e siècle sera un siècle de vaines tentatives. C'est un terme que l'historien Marcel Trudel a consacré, où on pourrait dire de tâtonnement. Les Français, les Anglais aussi, tenteront de s'établir, tenteront d'explorer, de pousser les explorations en Amérique septentrionale, donc dans ce qui devient le Canada et les États-Unis, mais également au Brésil. Il y aura 2 tentatives au milieu du 16e siècle et au début du XVIIe siècle d'implantation française d'une nouvelle France brésilienne qui ne réussiront pas. Et donc, ici, je reviens à cette carte Cantino, une des premières. On voit la ligne de démarcation à l'est. Les Terre-Neuve devaient appartenir, ou les nouvelles découvertes pouvaient être légitimement revendiquées par le Portugal, à l'ouest par l'Espagne. Mais donc, 1502, c'est avant que les Français se ruent à leur tour vers le Nouveau Monde. Nouveau Monde, entre guillemets, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un monde qui est habité depuis longtemps par des populations qui lui sont autochtones. C'est une donnée que les historiens répètent et soulignent depuis quelques décennies, que le terme Nouveau Monde est pratique, on peut s'en servir, mais il est important de contextualiser. Vous avez vu, j'ai fait le petit signe universel des guillemets en parlant de découverte. On peut le faire en parlant de Nouveau Monde, parce que c'est un nouveau monde seulement si on insiste à se placer dans les souliers de Christophe Colomb ou de Jacques Cartier ou de Champlain. Vu à partir de mocassins autochtones, c'est un très vieux monde. Il est donc plus légitime, plus utile, à mon avis, à l'avis de bien des historiens, de comprendre ce qui se produit à l'époque comme soit la rencontre de 2 vieux mondes ou encore la rencontre de 2 nouveaux mondes, parce que les Amériques et le vieux monde, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, se renouvellent par ce contact. C'est véritablement une rencontre mutuelle plutôt que la découverte active d'un sujet autochtone et d'un espace passif qui n'existait pas auparavant. Revenons à cette idée d'échange, et pour souligner les échanges, au-delà des échanges commerciaux, depuis les années 70, le terme « échange colombien » est utilisé pour décrire une série d'échanges directs, indirects, mais surtout biologiques, qui se produit à partir de 1492, donc qui est bien illustré par les fruits, les légumes, les plantes, donc qui sont découvertes par les Européens en Amérique et qui viennent révolutionner l'alimentation globale. C'est les plantes, les fruits, les légumes qui n'existaient pas en Amérique et qui, eux, font le trajet inverse. Donc, l'échange colombien, c'est un échange biologique de plantes, de légumes, d'animaux. Le cheval, par exemple, qu'on associe aux populations autochtones des prairies, bien, celui-ci n'était pas présent jusqu'à ce que, via les Espagnols, donc pendant la période
post-colombienne, le cheval soit introduit de fil en aiguille. Donc, l'abeille, aussi un exemple intéressant, l'abeille à miel, telle qu'on la connaît, bien n'existait pas en Amérique, et il est indiqué dans quelques sources d'époque que les Autochtones l'appellent la mouche française, parce que donc, chez les populations autochtones, il y a une compréhension qu'il y a, des nouveaux animaux, des nouvelles plantes qui s'introduisent dans leur monde déjà très vieux. D'ailleurs, juste pour oui. En Louisiane, aujourd'hui, l'abeille, elle s'appelle la mouche à miel. La miel. Je préfère la mouche à miel aux autres sortes de mouches à donc, des animaux, des plantes, mais également des microbes. Et c'est une des données fondamentales de cette rencontre directe-indirecte, le fait qu'il se produit un échange biologique de micro-organismes qui mène vraiment à une catastrophe démographique chez les populations autochtones, qui fait en sorte que, c'est pas que le continent dans son ensemble est dépeuplé, et ça ne se produit pas immédiatement, mais les populations autochtones sont déstabilisées par des facteurs, par le facteur microbien, au-delà des déstabilisations coloniales voulues, directes qui résultent de l'arrivée des Européens. Donc, autre facette de ce que les historiens appellent, conceptualisent comme l'échange colombien. Les échanges, donc, ne sont pas toujours directs. Puis ici, un exemple très pertinent à l'histoire de l'Ontario, c'est celui du site Mantle, un site ancestral Huron-Wendat, de la région de Whitechurch-Stouffville, un peu au nord de Toronto. Donc, village ancestral Huron-Wendat de la première moitié du 16e siècle, donc des années 1500-1550. Au sujet duquel a été fait un documentaire fabuleux. C'est assez rare qu'on consacre des sommes, des budgets quasi hollywoodiens à l'histoire ancienne du Canada. Et donc, c'est la série, l'excellente série sur Champlain, qui a passé récemment à TFO, en est une. Le documentaire Curse of the Axe, fait en anglais, ou La malédiction de la hache, c'est un autre bon exemple. Voici le site Mantle aujourd'hui. C'est un projet, c'est un développement immobilier. Mais donc, selon la loi, lorsqu'il y a des développements immobiliers en Ontario, et lorsqu'il y a des suggestions, lorsque les modèles archéologiques suggèrent que le site peut représenter un intérêt sur ce plan archéologique, bien, il y a des fouilles qui sont faites pour s'assurer qu'on ne perde pas tout toute trace humaine qui pourrait se retrouver sous la surface du sol. Et donc, dans le contexte du développement de ce nouveau projet immobilier, les archéologues ont découvert les traces d'un village. Ici, l'image, la résolution n'est pas excellente. C'est un extrait de ce documentaire que je vous mentionnais. Les traces d'un village ancestral Huron-Wendat, très grand, très important, qui a habité des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants pendant la première moitié du 16e siècle. Est-ce que j'ai dit 15e siècle plutôt? Je veux dire 16e siècle. Et donc, le documentaire est intéressant. Il y a des scènes qui sont reconstituées, il y a des entrevues avec les archéologues qui ont travaillé là, il y a des modélisations graphiques. Vous pouvez y avoir accès, et je vous recommande de faire ça dans vos temps libres, via YouTube en tapant Curse of the Axe, et vous allez tomber là-dessus. Un documentaire d'1 heure et demie à peu près. La hache en question, c'est ce petit morceau de métal ici. Ici, on voit Ron Williamson, qui est l'archéologue qui était en charge des fouilles. Et celui-ci a trouvé un petit morceau de hache. Donc, de métal, de fer, évidemment européen. Il y a quelque chose qui cloche ici parce que on sait pertinemment que le premier Européen, on croyait savoir pertinemment que le premier Européen à mettre le pied sur le sol qui deviendra ontarien, c'est Étienne Brûlé en 1610, donc 75 ans plus tard à peu près. Eh bien, comme vous allez le voir si vous jetez un coup d'œil au documentaire, les conclusions de ce documentaire-là, c'est que c'est un objet qui a précédé de longtemps la présence d'Européens
Et donc, ça nous fait comprendre que les objets précèdent les personnes, comme le font les plantes, les animaux, les germes pendant cette période de premier contact et de tâtonnement. Et donc, scène reconstituée, selon l'hypothèse la plus probable, c'est une hache, ou en fait un morceau d'hache qui aurait été laissé dans un camp de pêche dans les Terre-Neuves, donc soit à Terre-Neuve même, peut-être au Labrador, au Cap-Breton, et qui ensuite est passé de fil en aiguille ou de main en main des Algonquiens, donc des Inuits du Bas-Saint-Laurent, jusqu'aux Iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent, qui l'auraient échangé, qui l'auraient donné dans des circonstances qui nous sont malheureusement perdues, mais où on devine une dynamique diplomatique, jusqu'aux Hurons-Wendat du cœur du sud ontarien. Donc, dans le documentaire, Ron Williamson et son équipe concluent que c'est une hache basque. On sait que les Basques étaient très présents dans les Terre-Neuves, chassaient la baleine, mais je rasante ça avec des collègues historiens au musée ailleurs, il serait aussi possible que ce soit une hache de manufacture française, donc bretonne, normande, parce que les Bretons, les Normands, les Français à l'époque obtenaient leur fer du Pays basque. Et d'ailleurs, le monde atlantique est un monde très cosmopolite. Donc, peut-être basque, mais peut-être française, peut-être anglaise. Ça témoigne donc de l'importance des échanges ou d'une autre facette des échanges comme dynamique fondatrice, comme dynamique qui coordonne ces premiers contacts. Oui? Oui, Victor Andoya. Et sur l'hypothèse d'une arrivée des... Oui, Victor Montoya. Sur l'hypothèse d'une arrivée des Vikings qui aurait été antérieure à celle des Européens autour du XIIe siècle, il y a des... Oui, c'est une hypothèse. Donc, la question des Vikings qui seraient arrivés en Amérique du Nord avant Christophe Colomb, c'est une hypothèse tout à fait documentée. Il y a un site archéologique célèbre, L'Anse aux Meadows. Il y a d'autres trouvailles archéologiques dans le Nord canadien qui prouvent que les Vikings, les Norrois, sont dès le début du 11e siècle présents sur le continent. Je ne les ai pas évoqués ici parce que c'est une présence plus ponctuelle, des fréquentations qui ne mènent pas à une découverte européenne. Donc, l'ensemble de l'Europe médiévale demeure ignorante de ces nouvelles terres. Et c'est vraiment à partir de l'époque colombienne qu'on voit vraiment un déferlement de contacts, d'échanges, de rencontres. Et donc, au musée, par exemple, on en traite comme... on traite du passage des Vikings comme d'un chapitre important de l'histoire canadienne, mais pour comprendre les racines de l'Amérique française, c'est une donnée qui est moins utile. Mais c'est une autre raison pour laquelle découverte, bien, il est pratique d'utiliser les guillemets proverbiaux. J'ai mentionné un camp de pêche, parce que c'est un autre marché, une autre dynamique d'échange, celle qui tourne autour de la morue, qui fait en sorte qui pousse les pêcheurs à fréquenter les Terre-Neuves à partir du 16e siècle, donc, et bien après. La morue, pourquoi? Bien, c'est un poisson dont la chair se préserve particulièrement bien. C'est un poisson qui est particulièrement abondant dans les grands bancs, qui se pêchait assez facilement, mais c'est aussi parce qu'à l'époque, l'Europe chrétienne doit faire jeûn, donc ne pas manger de viande un certain nombre de jours par année, non seulement les vendredis, mais lors de nombreuses fêtes patronales qui font en sorte que la morue devient une nourriture de rechange qui est pratique. Et c'est donc l'explication conventionnelle, ce n'est pas une explication qui est parfaitement satisfaisante en soi, parce que depuis les débuts de la chrétienté, les Européens avaient trouvé des façons de se nourrir de protéines les jours maigres. Donc, quels seraient les autres facteurs qui expliqueraient cette ruée vers la morue au 16e siècle? Bien, il y a l'urbanisation massive de la France, mais aussi de l'Europe. Il y a également le fait que, et ça a été suggéré par un historien notamment et repris par d'autres, que
par la morue, les Européens parviennent à goûter au Nouveau Monde. C'est une nourriture qui est exotique et c'est peut-être difficile à croire de nos jours, mais au 16e siècle, la morue, le poisson est préféré à la viande rouge. De nos jours, c'est plutôt l'inverse pour ceux qui peuvent se permettre l'un ou l'autre. La pêche se fait de deux façons, soit au large dans les grands bancs ou en chaloupe à partir de la rive. La pêche sédentaire, donc qui se fait à partir de la rive, exige la construction de camps sur la rive, mais ceux-ci sont abandonnés à chaque année. Donc, la pêche n'est pas une industrie qui mène à une présence permanente. C'est une industrie d'extraction. Ce n'est pas une industrie, ce n'est pas un secteur économique qui dépend des échanges, au-delà des échanges qui ont lieu en Europe, mais c'est un secteur économique qui incite peu à peu les échanges et qui voit naître la traite des fourrures. Preuve à l'appui, dès 1534, quand Jacques Cartier arrive au large de ces nouvelles terres et les découvre en principe, eh bien, des Micmacs, des Algonquiens, en canot, approchent son navire, tendent des fourrures à ces hommes. Donc, on comprend que d'autres pêcheurs, d'autres Européens avaient été là et qu'au-delà de l'enjeu principal que représentait la pêche à la morue, la chasse à la baleine, la traite ponctuelle de fourrures, de menus pelleteries avec les Autochtones représentait un moyen pour les pêcheurs d'arrondir leur fin de mois et pour les capitaines de complémenter de diversifier leurs actifs, de complémenter leur cargo. Toujours est-il que c'est la traite des fourrures qui deviendra l'industrie ou le secteur économique qui mènera à une présence française permanente en Amérique du Nord. En Europe, on comprendra plus ou moins ce qu'est un castor. Ici, on voit une autre représentation, non pas commémorative, parce qu'elle prétend représenter un sujet contemporain, mais on voit que lorsqu'on cherche à représenter quelque chose qui a lieu à l'autre bout du monde, ou qui a lieu il y a 400 ans, on saute parfois on dépend toujours de nos schémas de représentation. Donc, ici, on voit les castors industrieux qui construisent leurs barrages à deux pattes, comme de petits humains. La traite des fourrures, donc, au cas où il y en a parmi vous qui ne le sauriez pas, ce qui mène les Français à venir s'établir, c'est notamment un changement de mode qui a lieu à partir de la fin du 16e siècle en Europe. Les chapeaux de feutre à large rebord deviennent populaires. Le poil qui produit le meilleur feutre, c'est celui du castor, le duvet du castor. Et donc, les castors étaient chassés par les Autochtones, les peaux étaient plus ou moins préparées selon les circonstances par les Autochtones, échangés à des marchands français, envoyés en France et transformés en France. Le bicorne de Napoléon, bien que celui-ci date de quelques siècles plus tard, c'est un chapeau de feutre de castor, pas de castor canadien parce qu'il y avait un blocus à l'époque, mais jusqu'à la fin du régime français, certainement, le castor canadien aboutit abondamment en France et par la suite, ce sera en Grande-Bretagne. Et les modes vont changer, mais la dynamique de la traite sera semblable. Il est important de voir cette perspective, ou cette dynamique d'échange de la perspective autochtone et de comprendre que ce qu'on décrit comme traite des fourrures, bien, ça témoigne un peu comme lorsqu'on parle de découverte des Amériques, d'une perspective qui est plutôt eurocentrique, les fourrures étant ce que les Européens viennent rechercher. Or, pour les Autochtones, qui sont leurs interlocuteurs, leurs partenaires commerciaux, bien, c'est plutôt une traite des étoffes, des métaux, du verre, des marchandises françaises qui sont rapidement adoptées par les populations autochtones, adoptées d'une manière toute particulière, suivant des traditions
autochtones, suivant des perspectives autochtones, suivant les valeurs autochtones, suivant les besoins de la vie dans ces sociétés autochtones en contexte nord-américain. Donc, ce n'est pas une adoption directe de toutes ces marchandises de traite, mais bien une adaptation, une appropriation. Ici, on voit comment c'est une image du milieu du 18e siècle, au début du 18e siècle, puis une image reconstituée à peu près à la même époque. On voit que les populations autochtones s'approprient, par exemple, les chemises européennes, mais les portent d'une manière que les Européens n'auraient jamais imaginé faire. Sauf les Européens qui viennent s'établir ici, bon nombre d'entre eux adoptant de manière sélective, certaines facettes de la mode autochtone pour faciliter leur vie. J'ai mentionné les mocassins, mais les mitas, un genre de jambière qui avait été à l'origine faite en cuir, qui seront par la suite faites en tissu, c'est un autre élément de l'habillement autochtone que les habitants de la Nouvelle-France vont adopter en grand nombre. Permettez-moi de vous citer un des passages les plus savoureux des Chroniques de la Nouvelle-France qui reflètent bien les attitudes autochtones par rapport à la traite. Les sauvages disent que c'est l'animal bien-aimé des François, des Anglois et des Basques, en un mot, des Européens, en parlant du castor. J'entendais un jour un Amérindien, c'est entre parenthèses, qui disait « Le castor fait toutes choses parfaitement bien. Il nous fait des chaudières, des haches, des épées, des couteaux, du pain, bref, il fait tout. Il se moqua de nos Européens qui se passionnent de la peau de cet animal. Mon hôte me dit un jour, me montrant un fort beau couteau, « Les Anglois n'ont point d'esprit, ils nous donnent 20 couteaux comme celui-là pour une peau de castor. » C'est le père Paul Lejeune qui parle, un jésuite donc, mais qui donne une bonne idée des perspectives autochtones. On a tendance à s'imaginer que les Européens arrivent et pour quelques verreries parviennent à duper leurs partenaires commerciaux autochtones, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe pendant au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Les Autochtones sont les interlocuteurs des partenaires commerciaux qui sont agiles et qui savent ce qu'ils veulent, qui ne sont pas prêts à accepter des marchandises de moindre qualité. Ce sera sous Henri IV, Louis XIII et le cardinal de Richelieu que ce commerce des fourrures qui commence lentement, qui prend une importance à partir de la fin du 16e siècle, devient une des motivations à la colonisation permanente. Je dis une des motivations parce qu'il y en a d'autres, et la recherche de l'Asie demeure et demeurera encore longtemps un objectif. Donc, ces échanges imaginaires avec un continent dont on aimerait bien trouver le raccourci continuent à motiver les explorations de Champlain, mais par la suite celles de Cavelier de la Salle, des frères La Vérendrye, et donc encore longtemps, le mirage de l'Asie demeure vif. C'est l'image qu'on se fait de Champlain, mais encore une fois, pour vous faire réaliser qu'elle est basée sur bien peu de choses. Les historiens, depuis un certain temps, se sont rendus compte que le portrait canonique était en fait basé sur celui de Michel Particelli, un fonctionnaire, haut fonctionnaire français du milieu du 17e siècle, qui n'avait rien à voir avec Champlain. Mais toujours est-il que c'est l'image canonique qu'on se fait de Champlain. Le Champlain du monument de la Pointe-Neupine, soit dit en passant, doit ses traits à Benjamin Sulte, qui était un historien fonctionnaire à l'époque et le grand promoteur de Champlain et du monument à l'époque. Donc, comme quoi, autre détail qui cloche dans cette représentation. Samuel de Champlain, il faut comprendre qu'il n'est pas le grand commandant des explorations et de la colonisation française dès le départ. Ses premières rencontres, ses premiers tâtonnements, d'abord en Acadie, puis ensuite dans la vallée du Saint-Laurent, se font sous les ordres d'autres hommes. Pierre Dugas-de-Mont, notamment, est un de ses patrons le plus célèbre, peut-être. Donc, d'abord, de Mont, Champlain, les Français, au début du 17e siècle, ayant reçu un mandat d'exploration, mais d'établissement, viendront s'établir à la rivière Sainte-Croix, puis plus tard,
très peu de temps après, à Port-Royal, en Acadie, de nos jours Annapolis-Royal, y bâtissant les habitations, avant de se relocaliser en 1608, l'habitation Port-Royal, à Québec. Voilà la première habitation qui se trouve dans la basse ville actuelle de Québec. La rive était plus proche de la falaise. Ceux d'entre vous qui connaissez Québec, vous pouvez remarquer le pied du château Frontenac, et l'habitation se trouvait ici. Dans ce contexte d'établissement, naturellement, les Français viennent à la rencontre d'interlocuteurs privilégiés des populations autochtones. Immédiatement autour de Québec, ce sont les Inuits montagnais. Et plus loin, au fil des rencontres, les Français découvrent les Algonquins ou Anishinaabeg, les Hurons ou Wendat, et découvrent donc et s'insèrent dans une diplomatie axée notamment sur la réciprocité, sur les échanges. Donc, l'échange de paroles, l'échange de gestes, tels que fumer, différents types de pipes, l'échange de wampum, des petites perles faites de coquillages pourpres et blancs qui étaient tissées soit plus souvent qu'autrement tissées en ce qu'on peut appeler des colliers ou des ceintures. Oui, petite question? Carlos Aparicio, de Mexique, Monterrey. J'ai une question. Quand les francophones ont entré en contact avec les Amérindiens, c'était un contact plus amical. Est-ce qu'il y avait des rapports avec l'Espagne, parce que les contacts des Espagnols avec les Indiens c'était très agressif? Est-ce que le savaient les Français ou non? Oui, bien, la question du contraste entre l'approche espagnole des peuples autochtones et l'approche française des peuples autochtones est intéressant. Certains historiens suggèrent, soulignent, maintiennent que l'exemple espagnol sert justement de contre-exemple et que c'est nul autre que Samuel de Champlain qui aurait donné le ton à la colonisation française et à cette volonté d'accommodement et de respect de l'autre, avec un A majuscule autochtone, parce que Champlain aurait fait partie d'une mission secrète vers les Antilles espagnoles et aurait vu de manière très immédiate ce que les Espagnols faisaient aux populations autochtones, faisaient subir aux populations autochtones. Et puis, Champlain était quelqu'un qui lisait beaucoup. Il aurait lu la légende noire que surtout les protestants à l'époque répandaient au sujet de ce qui se passait en Amérique latine. Et donc, cet argument-là qui est certainement convaincant, voudrait que justement Champlain, connaissant, sachant l'inhumanité qui se produisait plus au sud, ait voulu consciemment ne pas la répliquer dans cette Nouvelle-France. Un autre argument qui est complémentaire, qui est peut-être même plus convaincant, c'est celui de la dynamique. Les Français arrivent, sont très peu nombreux. Une représentation ici, vous voyez peut-être mal, mais de la première bataille entre les Français et les Iroquois. On voit Champlain, 2 de ses hommes, les Iroquois et une masse d'Algonquins. On pourrait la décortiquer, mais pour les fins immédiates, ce que ça reflète très bien, c'est que les Français, Champlain se place naturellement au centre de l'action, mais les Français sont minoritaires et le seront encore très longtemps. Et dans la vallée du Saint-Laurent, et encore plus dans le cadre de leurs explorations de l'intérieur, de ce qui devient l'Ontario. Et donc, dans le contexte d'une situation minoritaire, on peut difficilement chercher à vaincre militairement et à malmener les gens que l'on découvre. Et donc, c'est autant et peut-être plus le fruit d'un pragmatisme, cet accommodement-là, que le fruit d'un idéalisme. Champlain, on s'en souvient parce que Champlain, c'est un homme de lettres qui écrit beaucoup, qui est le premier artisan de sa légende. On sait que celui-ci est le premier à nous fournir une description de ce qui devient l'Ontario en 1613. Premier voyage, il remonte la rivière des Outaouais. En 1615, il revient sur ses traces et poursuit encore plus loin. Donc 1615, c'est de ce deuxième voyage de Champlain en territoire ontarien qu'on marque l'anniversaire cette année. Il se rend jusqu'en Huronie,
pays des Hurons-Wendat, ses alliés privilégiés, pays où un petit bout de hache l'avait précédé quelques 75 ans plus tôt. Champlain est le premier donc à nous faire connaître, était le premier à faire connaître à la France, à l'Europe, ce territoire qui devient ontarien. Mais il n'est pas le premier Français à y mettre le pied. Et ici, je fais vite parce que je me rends bien compte qu'il reste peu de temps. Étienne Brûlé, qui avait été le truchement ou l'intermédiaire, l'interprète de Champlain, jeune garçon, l'y a précédé dès 1610. On en voit des représentations qui, encore une fois, nous disent beaucoup plus sur la représentation qu'on se fait du personnage, qui est le premier non seulement à mettre le pied sur ce territoire, mais le premier aussi à devenir, à peut-être initier, si on cherche les symboles, une dynamique qui est fondamentale à celle de l'Ontario français, qui est le biculturalisme peut-être, le bilinguisme. Donc, Étienne Brûlé adopte les langues, les façons de faire de ses hôtes Hurons-Wendat. On a longtemps cru, jusqu'à il y a quelques années, que Étienne Brûlé avait décidé de larguer les amarres et de s'ensauvager. Et bien plus récemment, quelques documents notariés dans les archives françaises ont fait surface et on se rend compte que pendant les années 1620, celui-ci a fait 2 voyages, est retourné en France, il a servi de parrain, il s'est marié. Donc, personnage qui s'avère plus complexe qu'on se l'imaginait. On a toujours figuré Brûlé comme jeune garçon, traducteur, intermédiaire, à demi ensauvagé, mais désormais, il faut le figurer, il faut le voir, il faut essayer de le concevoir comme aussi un entrepreneur, premier entrepreneur franco-ontarien peut-être, dans la mesure où celui-ci, qui vient d'à peu près rien, arrive au Canada en 1608 avec Champlain à l'âge de 16 ans et se lance seul, le premier, avec ses hôtes autochtones vers l'Ontario en 1610. Bien, par les années 1620, il gagne très vraisemblablement plus d'argent que Champlain lui-même. Et puis, on voit qu'il y a une volonté qui se dessine de peut-être revenir s'établir en France, de faire de lui-même, en tout cas, un marchand. Je termine là-dessus parce que je n'ai plus de temps, mais en soulignant que c'est juste un premier chapitre de cette longue histoire de la présence française en Ontario. En 1632, Brûlé meurt en 1633, en 1632, la Nouvelle-France, c'est à peu près ça. Vous voyez, il n'y a pas de distinction géographique qui démarque un Ontario, qui divise l'Ontario de la vallée du Saint-Laurent. Et donc, il faut comprendre que sous le régime français, ce sera les pays d'en haut, cette région qui correspond vraiment au bassin des Grands Lacs et pas à l'Ontario dans le sens strict actuel. Et Québec, qui est le cœur de la Nouvelle-France, en 1635, à l'époque où Champlain meurt, c'est seulement ça, l'habitation, quelques petites maisons. Donc, on en est encore au balbutiement de l'Amérique française. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. C'était vraiment fascinant comme exposé. Je pense que ça explique peut-être un peu le silence de nous tous ce matin parce que j'ai l'impression qu'on a été hypnotisés par cette présentation. Non, pas du tout. Parce que tu nous as fait passer de la réalité historique à la réalité imaginaire en ayant un propos sans cesse préoccupé ou ayant le souci de la problématique de l'échange et des échanges. Il me semble que là, on a vraiment une très belle présentation qui permet de situer l'Ontario français dans ce grand hémisphère, dans ces grands hémisphères que sont les Amériques. On a un petit cadeau pour te remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, quelques questions avant de passer la parole à d'autres. Alors, présentez-vous, évidemment. Bonjour, Annie Desnoyers de Montréal. En fait, c'était juste une question à la suite de la question de mon collègue Carlos sur le Mexique. La deuxième hypothèse du nombre, je pense qu'il faudrait creuser plus loin parce qu'en fait, les Espagnols aussi étaient beaucoup moins nombreux que les Aztèques, par exemple, quand ils sont arrivés. Oui. En tout cas, c'est juste une curiosité comme ça. Est-ce que ça marche? Oui, les Espagnols sont beaucoup moins nombreux que les Aztèques
initialement, mais dans le cas des Espagnols, ceux-ci parviennent à s'allier bon nombre d'ennemis de l'Empire aztèque, bon nombre de sujets de l'Empire aztèque qui ne sont pas trop ravis de la politique impériale aztèque. Donc, effectivement, au début, les Espagnols sont moins nombreux, mais ils le sont quand même déjà plus. Et au moment où les Espagnols ou Cortés tentent l'invasion du Mexique, bien, il y a déjà eu une implantation assez solide espagnole à Saint-Domingue, donc dans les Antilles. Donc, effectivement, il y a une foule de facteurs qui expliquent pourquoi les Français s'entendent mieux que les Espagnols ne le feront avec leurs interlocuteurs autochtones, que les Anglais ne le feront avec les leurs. Mais pour moi, je pense que cette dynamique démographique est fondamentale. La dynamique économique, la dynamique des échanges l'est tout aussi autant parce que les Français dépendent de la traite des fourrures. Et la traite des fourrures dépend d'un partenaire de traite. Donc, on peut difficilement aller en guerre contre ceux qui sont les seuls qui seraient capables de nous fournir la matière brute qui nous permet de faire quelques profits. Alors qu'en Amérique centrale, en Amérique du Sud, bien, il y a des ressources minières qui peuvent être extraites et donc ça crée une dynamique. L'économie, pour ne pas dire exige, mais rend possible, dépend très facilement d'un travail autochtone servile et donc ça crée une dynamique tout à fait différente. Et il ne faut pas être réductionniste et déterministe et dire que tout dépend du contexte géographique, démographique, économique, mais je pense que ça explique beaucoup. Pour compléter un peu la réponse, il faut aussi avoir en tête une différence fondamentale qui est que les Espagnols qui arrivent en Amérique arrivent d'un processus de 200 ans de reconquista en Espagne et que 1492 correspond à la découverte de l'Amérique par Colomb, mais également à la fin de la reconquista en Espagne. Donc, des guerres extrêmement violentes de reconquête du territoire espagnol face aux musulmans, avec un rôle aussi fondamental de l'Église catholique et notamment de l'Inquisition. Donc, l'Espagnol qui vient en Amérique a pour but la conquête et a pour but de convertir les populations autochtones, disons. Les Français arrivent plus dans un esprit d'exploration, me semble-t-il, et pas immédiatement de conquête et de soumission et de conversion, disons, des peuples. Donc là, il y a des ressorts très différents. Oui, si j'avais eu un peu plus de temps, ou si j'avais pris moins de temps pour vous expliquer tout ce que je vous ai expliqué, j'avais quelques diapositives touchant aux ailes missionnaires, qui, lui, sera aussi fondamental au développement de la Nouvelle-France, mais surtout à partir des années 1630. Et donc, c'est un élan qui est plus tardif et qui, encore une fois, je dirais, qui est mitigé par la dynamique démographique et la dynamique économique qui fait en sorte que la religion aura comme objectif de tisser des liens avec les populations autochtones plutôt que d'être présenté comme quelque chose qui leur était imposé. Parce que, encore là, en Nouvelle-France, les missionnaires n'auront pas l'appui des militaires comme on voit ce qui se produit en Amérique du Sud. Bonjour, Mélior Joseph, Haïti. Bon, je ne suis pas tout à fait... Ah, ok. Bon, on est frères, vous pouvez toujours passer avant, aucun problème. Assis. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'approche de Montoya, qui présente que soit les Français étaient venus plus en explorateur, quoi. Parce que nous étions toujours dans une dynamique de conquête, quoi. Il y avait cette compétition. Si les Espagnols étaient venus avant, donc, les Français ont senti une volonté ou bien une nécessité d'emboîter le pas. Et donc, c'est cette façon d'expliquer que les Espagnols devaient ou bien étaient plus conquérants en termes sur le plan de la violence et que les Français étaient plus en termes d'exploration. On a montré que, bon, surtout dans le contexte d'Haïti ou bien de la Caraïbe, que certes, les Espagnols, ils sont venus et ils ont conquis, ils ont massacré beaucoup d'Indiens. Mais il y avait des Indiens qui étaient dans la colonie après
que la France est parvenue à contrôler l'île et qu'avec l'esclavage, le reste des Espagnols et des Indiens ont disparu parce qu'eux, ils ne supportaient pas le poids de l'esclavage. Ce qu'on raconte selon l'historiographie haïtienne, c'est que dans la logique des Espagnols, c'est que l'esclavage n'était pas encore établi. Mais avec l'établissement des esclavages, les Indiens, bon, du point de vue physique, ils n'avaient pas l'endurance pour supporter un tel système et ils ont été exterminés. Et voilà pourquoi on a été chercher des nègres, bien des Noirs d'Afrique. Donc cette question d'expliquer que les Français étaient plus en exploration, moi je suis contre. Je vais prendre la question d'Héron. Okay. D'accord. Je vous remercie, M. Lauzier, pour ce don à faire remonter le temps, mais de manière objective. Je vous présente un petit lot ou encore un petit plat de questions. Ma première question, c'est est-ce qu'à partir de ce documentaire qui s'appelle « La malédiction de la hache », on présume qu'auparavant, les populations autochtones n'utilisaient pas le fer? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est à propos de l'image de Champlain, qui est une figure emblématique de l'histoire canadienne et ancienne. Et d'où vient cette obsession, dans un premier temps, pour Champlain? Et d'où vient également cette ignorance par rapport à cette quête, à une quête d'image authentique de Champlain? Parce que jusqu'à présent, selon votre exposé, il y a des croches, entre guillemets, comme vous venez de le dire, à propos de l'image de Champlain. Est-ce que c'est vraiment l'image de Champlain? Et autre cas, est-ce que M. Champlain a été le seul, bon, je ne vais pas dire le seul, est-ce qu'il n'a pas conquis d'autres territoires autre que ce territoire de Canada? Parce que là, il y avait cette question de société secrète. Il serait envoyé par une société secrète ou encore il serait en mission secrète. Est-ce que Champlain n'a pas été sur d'autres territoires, encore sur d'autres continents en tant qu'explorateur? Plusieurs bonnes questions. La première, donc oui, la question du fer. Les populations autochtones ne s'en servaient pas, n'avaient pas les moyens de l'extraire, de le travailler. Le cuivre est utilisé un peu dans la région des Grands Lacs, mais sur le plan technologique, on peut décrire ça grossièrement comme une technologie d'âge de pierre qui caractérise les populations des Amériques avant l'arrivée des Européens. Donc, certains désavantages technologiques. La question de Champlain, quel autre territoire est-ce qu'il aurait exploré? On sait, c'est pas tout à fait certain, mais il est très vraisemblable qu'il ait visité justement les Antilles avant de faire ses voyages de découverte en Acadie, donc ce qui est le Maine actuel, le Nouveau-Brunswick un peu, la Nouvelle-Écosse, la vallée du Saint-Laurent, donc ce qui devient le Québec, ce qui devient l'Ontario, mais Champlain ne va pas plus loin. C'est déjà beaucoup à l'époque. La question de l'obsession figurale est excellente. Et puis, je n'ai pas vraiment de réponse. Je dirais que c'est peut-être un instinct humain que de vouloir mettre une image à une figure. On dépeint Jésus-Christ sur des croix, sur des tableaux depuis longtemps, sans savoir à quoi celui-ci ressemblait. Donc, je pense qu'il y a une recherche du concret. Et pour revenir finalement à la question ou au commentaire, oui, c'est un commentaire tout à fait juste et il faut comprendre que ces dynamiques que j'ai décrites ce matin caractérisent vraiment une première phase d'exploration, de tâtonnement, de découverte, de rencontres françaises en Amérique du Nord. Et ce n'est pas forcément les dynamiques qui dominent jusqu'à la fin. Parce qu'effectivement, on sait qu'ailleurs dans les Amériques, dans les Antilles, également en Louisiane, mais également dans la vallée du Saint-Laurent, l'esclavage est mis en place. Et puis, il y a des dynamiques coloniales. Les Français vont tenter des guerres d'extermination, des guerres. Il y a une volonté génocidaire qui se dessine par moments face aux Iroquois, ces ennemis irréductibles, face aux Mescaquis, donc les renards, face aux Natchez du Mississippi. Et donc, effectivement, il ne faut pas s'imaginer que parce que les premiers contacts ont été si constructifs au premier abord, que c'est cette dynamique
réciproque de partage, d'échange, où les deux partenaires se trouvent à peu près égaux et à la limite où les Français se trouvent les invités sur un territoire qui n'est pas le leur. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la dynamique qui persiste pendant les siècles qui suivent, qui ont été caractérisés par d'autres structures coloniales. Il y a beaucoup été question des écoles résidentielles récemment parce que la commission de réconciliation ou de vérité de réconciliation a fait un rapport. Donc, les pensionnats où des jeunes autochtones au Canada ont été éduqués contre la volonté de leurs parents, ont été abusés sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan sexuel. Bien, il faut comprendre que la francophonie canadienne, la francophonie ontarienne a, comme la société dominante non autochtone, a joué son rôle dans ce processus colonial, dans cet abus des populations des Premières Nations. Donc, dans des temps plus récents, ce n'est pas cette dynamique d'entente, d'accommodement qu'on voit systématiquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire en ce début du 21e siècle? Bien, s'interroger de façon constructive sur la diversité des contacts, mais aussi peut-être qu'il y a lieu de tirer de l'histoire de ces contacts fondateurs un certain optimisme, une certaine volonté à retrouver, recréer, émuler ces échanges qui, en rétrospective, correspondent peut-être plus à nos valeurs que des échanges des temps plus récents. Bon. Bien, merci beaucoup. Encore une fois, et évidemment, comme on peut le voir avec la dernière réponse, il y a toute une histoire à réécrire, des histoires et des récits à repenser. Et évidemment, aux futurs historiographes dans la salle, eh bien, vous avez là un terrain absolument fascinant. Alors, on va prendre une petite pause. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Mais avant la pause, j'aimerais inviter une personne qui est très importante dans notre université. Pour ceux qui sont en sciences politiques, on pourrait dire que c'est notre premier ministre de l'université. Et c'est M. Christian Detellier qui est notre vice-recteur aux études. Alors, M. Detellier, bienvenue et applaudissons. Merci beaucoup, Linda. Je suis vraiment désolé que je n'ai pas pu jusqu'à présent participer davantage à cette école d'été. Nous avions les remises des diplômes de nos étudiants dans les 5 derniers jours. 8500 étudiants qui ont gradué et 5500 qui ont défilé venant chercher eux-mêmes leur diplôme. Mais là, je peux quand même vous rencontrer. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous rencontrer, de vous féliciter de participer à cette école d'été et de vous remercier d'être sur notre campus et de participer pendant cette semaine à notre vie sur le campus. Et nous espérons aussi que vous aimez l'environnement et la ville d'Ottawa. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler du fait que nous avons, comme toutes les universités, un plan stratégique, mais notre plan stratégique a comme un de ses piliers principaux la francophonie et le bilinguisme. Et en plus, c'est dans le mandat de l'université, dans la mission de l'université, dans l'acide désoxyribonucléique, l'ADN de l'université, oui, je suis chimiste, donc je peux dire, d'être là au service des Franco-Ontariens et de donner la meilleure formation possible que nous pouvons à la communauté franco-ontarienne. Alors, dans ce contexte aussi, cette journée qui est consacrée à la communauté franco-ontarienne est tout à fait pertinente et je pense aussi qu'avoir cette université d'été est pertinent. Alors, je sais que vous allez avoir une pause, mais je vais quand même en profiter aussi pour présenter la prochaine conférencière, Madame Louisa Véronis, qui est professeure agrégée à notre département de géographie, qui est dont la recherche porte principalement sur les inégalités sociales et spatiales, sur les identités transnationales, sur les groupes minoritaires, sur les groupes qui sont marginalisés aussi.
et d'immigrants, les groupes d'immigrants. Et je suis en train de résumer extrêmement brièvement tous vos intérêts de recherche, et très mal, bien sûr. Et votre présentation va porter sur lieu, culture et appartenance à Ottawa-Gatineau. Alors, écoutez, je vous remercie encore une fois d'être parmi nous et je vous souhaite une excellente fin de séjour, une excellente fin d'université d'été. Et puis, ce que vous avez présenté, M. Lauzier, était tellement fascinant. C'était vraiment passionnant, c'est sûr. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, Christian. Puis, si jamais on a une autre édition de l'Université d'été, on t'invitera comme conférencier à nous parler de la chimie. La chimie, on dit toujours la chimie est bonne entre les individus. Alors, je pense qu'ici, la chimie est bonne. Mais là, j'ai une défense de thèse. Je dois aller à la défense de thèse. Alors, on revient à 10 heures.